Laissons suisse cela et disait qu'elle, les paris des généraux de nos jours ne pouvions se comparer à ceux de temps anciens. Il n'y avait pas de position aujourd'hui où un général ne peut être éteint pour l'artillerie. Jadis, les généraux ne courraient des risques que quand ils chargeaient eux-mêmes. Ceci n'était arrivé à César que deux ou trois fois. Il était rare et difficile, disait-il, dans un autre moment de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Ce qui était le plus désirable est tirer aussitôt quelqu'un hors du ligue. C'est que chez lui, l'esprit ou le talent fut en équilibre avec le caractère ou le courage. C'est ce qu'il appelait être carré, autant de base que de hauteur. Si le courage continuait, il était beaucoup supérieur. Le général entreprenait vicieusement au-delà de ses conceptions et au contraire, il n'osait pas les accomplir si son caractère ou son courage demeurait au-dessus de son esprit. Il s'était alors les vice-rois, chez lesquels cet équilibre était le seul mérite et suffisait néanmoins peut en faire un homme très distingué. De là, on a beaucoup parlé du courage physique et du courage moral. Et l'empereur disait au sujet du courage physique qu'il était impossible à Murat et Tanné de n'être pas brave, mais qu'on n'avait pas moins de tête que les premières surtout. Quant au courage moral, il avait trouvé fort rare, disait-il, celui de Dieu après minuit, c'est-à-dire le courage de l'improviste qui, en dépit des événements les plus soudains, laisse néanmoins la même liberté d'esprit. Des jugements de décision, il n'hésitait pas à prononcer qu'il était celui qui s'était trouvé à avoir le plus de ce courage de 2 heures après minuit et qu'il avait vu fort peu de personnes qui ne faisant demeurer de beaucoup en arrière. Il disait à la suite de cela qu'on se faisait une idée peu juste de la force d'âme nécessaire pour livrer, avec une pleine méditation, de ses conséquences. Une de ces grandes batailles vont dépendre l'essor d'une armée, d'un pays, la possession d'un trône. Aussi observait-il qu'on trouvait rarement des généraux empressés à donner bataille. Ils prenaient bien leur possession, s'établissaient, méditaient leur combinaison, mais la commençaient leur indécision est rien de plus difficile et pourtant de plus précieux que de savoir se décider. Passons à un grand nombre de généraux et d'agneaux répondre à quelques questions. Kléber, disait-il, était doué du plus grand talent, mais il n'était que l'homme du moment. Il cherchait la gloire comme la seule route aux jouissances. D'ailleurs, nullement national, il eût pu, sans effort, servir l'étranger. Il avait commencé dans sa jeunesse sur les Prussiens, dont il demeurait fort engoué. Ses possédait à un degré très supérieur. Cet équilibre précieux défini plus haut. Moreau était peu de choses dans la première ligne des généraux. La nature en lui n'avait pas fini sa création. Il avait plus d'instinct que de génie. Chez l'âne, le courage l'emportait d'abord sur l'esprit, mais chez lui, l'esprit montait chaque jour pour se mettre en équilibre. Il était devenu très supérieur quand il a péri. Je l'avais pris pygmée, je l'ai perdu géant. Chez tel autre qui nommait l'esprit au contraire passé, le caractère, on ne pouvait lui refuser de la bravoure. Assurément, mes enfants y calculaient les boulets ainsi que beaucoup d'autres. Parlant d'ardeur et de courage, l'empereur disait « Il n'est aucun de mes généraux
dont je ne connaisse ce que j'appelle son tyran de. Les uns, disait-il en s'accompagnant du geste en prenant jusqu'à la ceinture, d'autres jusqu'au menton, enfin d'autres juste par-dessus la tête. Et le nombre de ceux-ci est bien petit, je vous assure. Suchet était quelqu'un chez lui, le caractère et l'esprit s'étaient accru à se prendre. Messina avait été un homme très supérieur que par un privilège très particulier ne possédait l'équilibre tant désiré qu'au milieu des feux. Il lui naissait au milieu des dangers. Les généraux qui semblaient en devoir s'élever les destinées de l'avenir. Terminait-il étant Gérard Clausel, foi Lamarck. C'était un mes nouveaux maréchaux. Mercredi 6, l'empereur, après m'avoir dicté ce matin, a travaillé successivement avec ces messieurs et a prolongé quelque temps sa promenade avec eux. À leur départ, je les suivis dans l'allée inférieure. Il était triste, silencieux. Sa physionomie avait quelque chose de contrarié et de sévère. Eh bien, m'a dit-il en remontant pour dîner, nous aurons à Longwood des sentinelles sous nos fenêtres. On voudrait me forcer de voir un officier étranger à ma table dans mon salon et je ne saurais monter à cheval sans en être accompagné. En un mot, nous ne saurions faire un pas, un mouvement sous peine d'un outrage. Je lui ai dit que c'était une goutte d'absinthe, des bleus dans la calice amère. Nous devions boire sa gloire et de sa toute puissance passée, que son stoïcisme d'ailleurs suffisait pour défier ses ennemis et le ferait rougir de leur brutalité à la face des nations. Je me suis hasardé de dire que les princes d'Espagne, à Valence, le pape à Fontainebleau, n'avaient sans doute jamais rien éprouvé de pareil. Je le crois bien, a-t-il repris, les princes chasséons à balancer, ils y donnaient des balles sans soupçonner physiquement leur chaîne. Les respects, les égards, les intérêts ont de toutes parts. Les vieux rois Charles IV avait été transféré de Compiègne à Marseille et de Marseille à Rome quand il avait voulu, et cependant quelle différence de ces localités à celle d'ici. La pape à Fontainebleau, bien qu'on ici osé dire dans le monde, avait été traité de même, et encore ne sait-on point le nombre de personnes qui, malgré toutes ces adoucissements, avaient refusé dans ces circonstances d'en être les gardiens, refus que ne m'avions point offensé parce qu'ils m'avaient paru simple. Ces emplois étaient en du domaine de la délicatesse intérieure et nos murs européens voulant que le pouvoir se trouve limité par l'honneur. Il ajoutait que quant à lui, comme homme et officier, il n'eût pas hésité à refuser de garder le pape dont il n'avait jamais ordonné d'ailleurs la translation en France. Ma figure exprimait une grande surprise. Cessez-vous étonné, a-t-il repris. Vous ne le saviez pas? Cela est pourtant vrai, ainsi que beaucoup d'autres choses semblables que vous apprendrez. Avec le temps, d'ailleurs, faudrait-il encore distinguer les actes du souverain qui agit collectivement de ceux de l'homme privé, que rien ne gêne dans son sentiment. La politique admet
ordonna même à l'un ce qui demeurait, souvent sans excuse dont l'autre. Les moments de dîner amenaient d'autres conversations et trompant son chagrin, la gaieté prit le dessus. Cependant, l'empereur songeait sérieusement à quitter sa mauvaise cabane. Quelques inconvénients d'ailleurs qui fit présenter la nouvelle demeure. Il me chargeait en allant finir ma soirée chez notre hôte de lui porter une boîte avec son chiffre et de lui dire qu'il était fâché de tout l'embarras qui devait lui avoir causé. Je 17, l'empereur m'a fait descendre de bonne heure chez lui. Il s'est mis à lire la nouvelle Héloïse s'arrêtant souvent sur l'art et la force des raisonnements, les charmes du style et des expressions. Il a lu plus de 2 heures. Cette lecture produisait sur moi une grande impression, une forte mélancolie mêlée de douceur et de peine. Cette production m'avait toujours fort attachée et réveillée de souvenirs, cris et de tristes regrets. L'empereur en sourit plus d'une fois durant le déjeuner. L'ouvrage demeura le sujet de la conversation. Jean-Jacques avait chargé son sujet, disait l'empereur. Il avait peint à la frénésie. L'amour devait être un plaisir et non pas un tourment. Moi, j'affirmais qu'il n'y avait rien dans Jean-Jacques qu'un homme ne peut sentir et que le tourment même dont parlait l'empereur était un bonheur. Je vois, me disait-il en riant, que vous avez donné dans le romanesque. Cela vous a-t-il rendu heureux? Je ne me plains pas de ma destinée, sire, répondis-je. Si je vais à recommencer, je n'y voudrais rien changer. L'empereur a repris sa lecture après le déjeuner. Cependant, à mesure que nous avancions, il s'arrêtait de temps à autre. La magie l'atteignait à son tour. Il finit par lasser le livre et nous avons pris la route du jardin. En effet, disait-il, chemin faisant, cet ouvrage du feu. Il remue l'inquiète. Le sujet a été traité au fond. Nous avons des bites. Beaucoup de verbiage. À l'issue duquel il a été conclu que l'amour parfait était le bonheur idéal, que tous deux étaient aussi riant l'un que l'autre, aussi fugitif, aussi mystérieux, aussi inexplicable, et que l'amour du reste devait l'être occupation de l'homme oisif, la distraction du guerrier, l'écueil du souverain. Le grand maréchal et M. Gorgo nous ont rejoints. Il arrive de Longwood. L'admiral, depuis quelques jours, était fort pressé de nous y envoyer. L'empereur n'était pas moins désireux de s'y rendre. Il était si mal à Paris. Toutefois, il fallut que l'auteur de la peinture le lui permit. Il était impossible à son organisation particulière de le supporter. Je vais dans le palais impériaux. Il n'était arrivé de l'y exposer souvent. Dans ses voyages, on avait été obligé de changer à la hâte les logements qu'on lui avait préparés à bord du Northumberland. Il avait été malade de la seule peinture du vaso. Ici, on lui avait dit la veille que tout était prêt, qu'il n'y avait plus d'odeur. Il avait décidé résolu de partir pour Longwood sur le lendemain samedi afin de jouir de l'absence des ouvriers le dimanche. Mais le grand maréchal et M. Gogo lui ont déclaré en cet instant qu'ils venaient de vérifier la place qu'elle ne serait pas tenable. Ils se sont étendus longuement sur cet objet. L'empereur a pris beaucoup de rumeurs du premier rapport qu'on lui avait fait et de la résolution qu'il lui avait fait prendre. Ces deux messieurs sont retournés. Nous avons gagné l'allée inférieure. L'empereur, toujours assez mal disposé, M. de Monttalon,
est arrivé de Longwood fort mal à propos. Il a répété que tout était préparé, que l'empereur pouvait aller quand il voudrait. La contrariété et l'humeur ont éclaté à ceux du rapport aussi voisin est aussi contradictoire. Heureusement, l'instant du dîner est venu faire diversion. On avait mis les couverts dans la chambre à coucher. L'empereur était assez enrhumé pour ne plus pouvoir supporter l'attente. Après le dîner, il a repris sa lecture. Il a fini la journée comme il avait commencé avec la nouvelle Héloïse. Vendredi 8 et samedi 9. Les deux élevés hier sur l'odeur de la peinture à Longwood m'ont donné l'idée d'aller le vérifier moi-même et désirant pouvoir en rendre compte à l'empereur à son déjeuner. Je suis partie d'être un grand matin faisant les 3/4 de la route à pied parce que personne n'était encore levé aux écuries. J'étais de retour avant 9 heures. Il était très vrai que les appartements sentaient un peu, mais c'était encore trop pour l'empereur. Le 9, l'empereur a reçu au jardin la présentation du capitaine du Mindan de 74 venant du Cap et repartant ce peu de jeu pour l'Europe. Ce capitaine avait déjà eu l'honneur de lui être présent à Paris sous le consulat 12 ans auparavant. Il a été demandé la permission de présenter à l'empereur un de ses lieutenants à cause de quelques circonstances personnelles qui nous ont paru bien singulières. Ce jeune homme était né à Bologne, précisément lors de la première entrée de l'armée française dans cette ville. Le général français Louis-Napoléon était même intervenu pour quelque chose que le jeune homme ne sut pas expliquer dans la cérémonie de son baptême. Et le général français avait fait présent à cette occasion d'un coqueur très colère, conservé précisément depuis dans la famille. Après le départ de ces personnes, le grand maréchal arriva de Longwood et a trouvé que l'odeur était réellement un peu de chose. L'empereur était si mal, une portion de ses effets était déjà partie. Il arrêta de se rendre à Longwood le lendemain. Je ne fus bien aise pour mon compte depuis quelques jours. J'avais pu me convaincre du parti pris d'obliger l'empereur à déguerpir. Je vais garder pour moi les communications publiques ou secrètes comme on avait fait. Je me faisais une loi de lui épargner autant de contrariétés que possible, me contentant d'agir en conséquence. Il y avait 2 jours qu'on était venus enlever la tente sans que nous ayons désiré. L'officier qu'on était chargé avec aussi ordre d'enlever en même temps les contrevents de la demeure de l'empereur. J'ai pris sur moi de m'y opposer. Cela ne pouvait pas lui. L'empereur dormait encore et je le revoyais. D'un autre côté, afin de m'effrayer, on me confia avec mystère et sous le secret que si l'empereur demeurait plus longtemps, il était question d'envoyer son soldat camper aux portes de l'enclose. J'ai répondu que c'était très bien et non tenu compte. Quel pouvait être le motif de cette presse nouvelle? Je soupçonnais que le caprice de nos geôliers et l'exercice de l'autorité y avait beaucoup plus de part que toute autre chose. Nous avions reçu des papiers jusqu'à 15 septembre et devinerons le sujet de la conversation. L'empereur les analyse. L'avenir demeurait un
enveloppé des nuages les plus sinistres. Toutefois, 3 grands résultats seulement s'offriront à la pensée disait l'empereur, le partage de la France, le règne des Bourbons ou une dynastie nouvelle. Louis XVIII, observait-il, avait pu régner facilement en 1814 en se faisant national. Aujourd'hui, il ne lui restait plus que la chance, forte, odieuse et très incertaine d'une excessive sévérité, celle de la terreur. Sa dynastie pouvait demeurer, ou celle qui lui succéderait n'être encore que dans les secrets du temps. Un de nous ayant observé qu'il pourrait se faire que ce fut le duc d'Orléans. L'empereur, à part un mouvement forcerait fort éloquent de prouver qu'à moins que le duc d'Orléans n'arrivait au trône par son tour de succession, il eût été dans l'intérêt bien entendu de tous les souverains de l'Europe de le préférer Louis-Napoléon au duc d'Orléans, arrivant par un crime, car qui prétendent aujourd'hui la doctrine des rois contre les événements du jour, empêcher les renouvellements de l'exemple que j'ai fourni contre ce qu'ils appellent la légitimité. Or, l'exemple que j'ai fourni ne se renouvelle pas dans des siècles. C'est lui qui donnerait le duc d'Orléans, proche parent du monarque sur le trône, peut se renouveler chaque jour, à chaque instant, dans chaque pays. Il n'est pas de souverain qui n'est à quelque part de lui, dans son propre palais, des cousins, des neveux, des frères, quelques parents propres à imiter facilement celui qui une fois les aurait remplacés. Nous lûmes dans le même papier l'extrait du mémoire justificatif du maréchal Ney. L'empereur le trouvait des plus pitoyables. Il n'était pas propre à lui sauver la vie et ne relevait nullement son honneur. Les moyens étaient pâles, sans couleur, pour ne pas dire plus. Avec ce qu'il avait fait, il protestait encore de son dévouement au roi et surtout de son éloignement pour l'empereur. Système absurde, disait Napoléon, qui semblant avoir généralement adopté ceux qui ont paru dans ce moment mémorable, sans faire attention que je suis tellement identifié avec nos prodiges, nos monuments, nos institutions, tous nos actes nationaux, qu'on ne serait plus séparés sans faire un jeu à la France. Sa gloire est à m'avouer. Et quelques subtilités, quelques détours, quelques mensonges qu'on emploie pour essayer de prouver le contraire. Je n'en démorerai pas, moi, encore tout cela aux yeux de cette nation. La défense politique de Ney, continuait l'empereur, semblait toute tracée. Il avait été entraîné par un mouvement général qui lui avait paru la volonté et le bien de la patrie. Il y avait obéi sans méditation. Cette trahison de rêveurs avait suivi de se trouver traduit devant un tribunal. Il ne lui restait plus rien de répondre sur sa grande événement. Quant à la défense de sa vie, il n'avait rien à répondre encore, si ce n'est qu'il était à l'abri derrière une capitulation sacrée que garantissait à chacun le silence et l'oubli sur tous les actes, sur toutes les opinions politiques. Si dans ce système il se convait, ce sera, du moins à la face du peuple, en violation des lois les plus simples, laissant le souvenir d'un grand caractère, emportant l'intérêt des âmes généreuses et couvrant des réprobations et d'infamie ce qui, au mépris d'un traité solennel,
l'abandonnement, son pudeur, mais ce rôle est peut-être au-dessus de ses forces morales, disait l'empereur. Et est le plus brave des hommes, là, ce bornant toutes ses facultés. Il est certain qu'il n'est quitté Paris tout au roi, qu'il n'a tourné qu'entraîné par ses soldats. Si alors il se montre ardent en sens contraire, c'est qu'il sentait qu'il avait beaucoup à se faire pardonner. Du reste, il est juste de dire qu'après son fameux ordre du jour, il écrivait à l'empereur que ce qu'il venait de faire était principalement dans l'intérêt de la patrie et qu'il ne devait pas lui être agréable. Il priait de trouver bon qui se retira. L'empereur lui fit répondre de venir qu'il recevrait comme le lendemain de la bataille de la Moskva. Né rendu près de Napoléon, lui disait encore qu'il était près ce qui était arrivé à Fontainebleau. Il devait lui rester sans doute des préventions sur son attachement à sa fidélité. Qu'en conséquence, il ne lui demandait d'autre poste que celui de grenadier dans sa garde. L'empereur put répondre, lui tendit la main en l'appelant le brave des braves, comme il faisait souvent. Plus tard, il disait à l'empereur